donc ce travail s'inscrit un peu de toute façon dans la lignée de la présentation précédente, puisque on va parler de cet partage entre foncier et bâti. Et la recherche que nous sommes en train de mener porte sur ce processus que j'appelle innovant, parce que c'est important dans cette recherche, le côté innovant est en train de se faire, de mise sur le marché de logement à prix abordable par l'intermédiaire des organismes fonciers solidaires, ces organismes à but non lucratif, qui achètent et conservent la propriété foncière, tandis que les ménages signent avec les OFS un bail qui s'appelle réel solidaire pour pouvoir disposer du terrain, mais n'achètent et ne conservent que la propriété du bâti. Donc, les résultats que nous présentons aujourd'hui, et je voudrais insister sur ce fait, sont des résultats intermédiaires, donc provisoires, et qui soulèvent des questions que nous souhaitons partager avec vous dans cette présentation. Pour commencer, on va faire on précise que cette recherche se réalise sur l'Île-de-France, où depuis la création des OFS 21, organismes fonciers solidaires ont obtenu l'agrément pour construire des logements à prix abordable. Et en fait, ils ne sont pas tous représentés sur la carte, mais nous avons trouvé qu'une poignée d'entre eux seulement avaient effectivement lancé des opérations. Et un inventaire a été réalisé. Cet inventaire non exhaustif a été réalisé par Clément Bonnel, qui est dans la salle, stagiaire chez notre partenaire Espacité. Et il a fait cet inventaire des opérations réalisées, mais aussi en cours, ce qui n'est pas une information facile à obtenir. Donc vous les voyez représentés avec un fond de tableau, l'évolution des prix des logements dans le secteur libre, et en étoile, enfin, les points correspondent à des opérations lancées ou réalisées en BRF. Et on voit qu'un nombre important de logements sont programmés en Île-de-France, notamment en première couronne, dans le nord et l'est, enfin dans la première couronne. Mais néanmoins, d'autres opérations sont également lancées en grande couronne sur des espaces où les prix paraissent moins tendus, où les évolutions sont moins marquées. Et c'est ce qui anime les questionnements de cette recherche. Alors oui, attendez, je voulais lancer le tapis. La question... Désolé, je vous interromps un tout petit Pardon ? instant. Est-ce que les gens qui sont en ligne peuvent éteindre leur micro, s'il vous plaît ? On a un tout petit bug informatique, mais du coup, si vous pouvez éteindre vos micros, comme ça, on ne vous entend pas dans la salle. Voilà. Alors, je vais juste, forcément, on revisite les questions de la recherche, mais la question posée dans le cadre du programme conduit par l'USH porte sur les modalités de ce dispositif qu'on va appeler OFS-BRS, donc Organisme foncier solidaire, qui va complètement de pair avec le bail réel solidaire en Île-de-France. Et nous avons choisi d'examiner le dispositif, pas seulement du point de vue de la production du logement, mais aussi en considérant la consommation de logements, en regardant les bénéficiaires avec deux grandes questions. Du côté de la production, comment s'articule le foncier dans ce système par rapport à l'immobilier, et qui bénéficie de cette disparition du foncier dans l'achat du logement. Tandis que du côté de la consommation, on va s'intéresser aux ménages accédants et à leur intérêt à accéder au logement en BRS. On a un gros point de méthode parce que je ne l'ai peut-être pas précisé, mais on est nombreuses et nombreux avec des approches disciplinaires très différentes, et c'est un des points importants du choix méthodologique, où on a mobilisé des approches complémentaires entre économie, sociale, territoire, géographie, pas politique. Et on a mobilisé au moins 5 types de sources, des données des opérateurs et les données des opérations, en particulier celles fournies par les demandes d'agrément qui nous ont été mises à disposition et les rapports annuels collectés auprès des OFS, et aussi une enquête auprès des ménages, plusieurs enquêtes auprès des ménages. Vous avez une enquête auprès de 226 ménages, et 120 ménages ont répondu, et ça c'est bien grâce à nos partenaires OFS et commercialisateurs qu'on a pu obtenir ces informations.
On est allé aussi sur le terrain, c'est le propre des urbanismes et des géographes, d'aller sur les opérations. Des opérations terminées, c'est plus facile. Les opérations en cours, c'est plus difficile. Et ces opérations sont diversifiées dans l'espace et aussi à travers les OFS qui les diligentent. Et on a un certain biais parce qu'on n'a pas pu aller sur toutes les opérations. On est allé sur les opérations qui nous étaient dont l'accès aux informations était facile. Et donc, c'est aussi la limite de ces résultats intermédiaires. On a mené des entretiens qualitatifs auprès des parties prenantes et on a essayé de ratisser. Alors, on n'a pas encore eu des entretiens avec toutes les parties prenantes, mais c'est en cours. On n'a pas encore obtenu beaucoup d'entretiens auprès des promoteurs, mais voilà, la recherche est en train de se faire. Et puis, une des particularités de ce travail, c'est qu'on travaille avec les organismes qui sont impliqués dans la recherche. Et ils sont mentionnés, je ne vais pas les mentionner ici, mais je tiens vraiment à les remercier parce que sans leur soutien, sans leur contribution, on n'aurait pas pu mener cette recherche qui est en train de se faire avec des données qui sont encore en train de se construire. Et on n'aurait pas pu avancer, en tout cas pas dans les délais, même s'il reste beaucoup de choses à faire. Alors, on a aussi une particularité, c'est qu'on s'est appuyé sur un éclairage international pour alimenter les questionnements à chaque étape. Il y a des expériences, alors pas d'OFS, mais de Community Land Trust, de Share Equity, Ownership, qui se déroulent et qui ont déjà un recul dans le temps et qui soulèvent des questions aujourd'hui, après 10, 20, 30 ans d'expérimentation. Et cet éclairage international alimente nos questionnements à chaque étape du travail. Et finalement, notre méthode consiste à croiser les approches, à croiser les méthodes d'investigation, l'approche économique plutôt par audit et collecte, discussion sur les bilans et les modèles économiques, une approche sociale plutôt qualitative auprès des ménages et auprès aussi des décideurs publics, et une approche territoriale dont on va vous montrer qu'elle est vraiment constitutive de ce processus, du moins dans le premier résultat. Donc je vais présenter ces résultats intermédiaires, sans doute de façon un peu simplifiée. La question, le modèle économique de production des opérations en OFS-BRS n'est pas simple. Et cette question de l'effacement du foncier, la disparition du foncier dans le modèle est annoncée comme fondement du modèle OFS-BRS, notamment parce que, comme on enlève le prix du foncier, ça a pour effet de faire baisser le prix du logement. Et effectivement, le foncier est conservé en propriété par l'OFS sans revente. Et donc pourtant, à ce stade de nos travaux, il apparaît que le point clé du modèle économique tient aux conditions du marché foncier immobilier et à la façon dont les organismes, comme les opérateurs et aussi comme les parties prenantes qui jouent dans le système et qui sont mentionnées un peu en périphérie, comment ces parties prenantes, ces opérateurs s'emparent, se placent dans les marchés, se positionnent avec des modalités alors qui sont spécifiques et qui vont permettre de caractériser finalement le modèle économique. Alors dans les modalités, il y a bien sûr l'acquisition foncière avec des conditions très variables, depuis l'achat du foncier libre sur le marché, au prix ce qu'on appelle le marché libre, mais aussi possiblement un achat du foncier auprès de la collectivité territoriale à des prix négociés, ou alors au prix du marché avec subventionnement, etc. Et ces modalités d'achat du foncier vont déterminer, et je vais insister sur la flèche verte, je ne vais pas revenir sur le modèle, mais c'est la flèche verte qui, les modalités d'acquisition du foncier vont déterminer les modalités de transfert ou pas, d'isolement du foncier auprès des autres parties prenantes de la chaîne. Et puis, il y a aussi le marché libre, le marché immobilier, qui nous est apparu déterminant, puisque les opérateurs vont cibler des tranches de revenus, des populations qualitatives cibles, et ces conditions du marché immobilier vont déterminer tout l'ensemble des modèles économiques. Il y a aussi la sortie des opérations. Il y a des opérations qui sont difficiles à faire, voire qui sont lancées et qui ne se font pas.
Et alors interviennent, est-ce qu'on pousse un peu le modèle économique pour faire ces opérations quand même? On a des exemples. Ou est-ce que le marché se retire et on arrête de faire l'opération? Ou alors on attend. Et puis il y a des stratégies locales, celles des collectivités locales, celles des parties prenantes qui viennent interférer sur les modèles en posant leurs limites, leurs contraintes et qui influencent ces modalités. Et donc, à ce stade de la recherche, il nous semble plutôt que l'effacement du foncier, c'est l'articulation du foncier immobilier qui est remis en cause par le dispositif et qui permet de produire du logement abordable. Et pour caractériser cette articulation, on met l'accent dans nos analyses sur des variables clés. C'est finalement une sorte de conclusion de nos premiers travaux, c'est d'identifier des points clés. Alors, je les ai mis dans le schéma, mais je ne veux pas revenir. On les a mis simplement sur la carte. Je vous laisse les lire. Et c'est ces points clés qui sont déterminants du modèle économique et qui vont permettre de produire du logement abordable, tout en ménageant ou maintenant des parties prenantes dans le système. Et ces points clés nécessitent des arbitrages qui se règlent souvent au cas par cas, opération par opération, on va y revenir, y compris des arbitrages auprès des ménages qui rentrent dans le modèle ou ne rentrent pas, malgré les sollicitations, malgré le prix modéré, et qui vont aussi avoir une stratégie ou un arbitrage à faire dans le temps. Alors là, le modèle est compliqué dans le temps parce qu'on parle de prospective, comme vous l'avez souligné, qu'on n'a pas beaucoup d'éléments. Et la vision dans le temps, il y a encore, sur la revente de ces logements, il reste encore un certain nombre d'inconnus. Alors, à l'interface de la production et de la consommation des logements par les ménages, il apparaît que la question territoriale joue et est déterminante, et notamment parce que les territoires peuvent formuler la demande, accompagner la programmation, mettre leur sceau, leur touche dans cet équilibre économique et social. Parce que les territoires formulent, c'est aussi le résultat de nos entretiens, des études de cas, de la lecture même des procédures d'agrément. Les territoires formulent des besoins, des attentes, et par exemple l'attente auprès des opérations en BRS qui viennent abonder l'objectif, le rattrapage SRU. Ça, c'est assez classique dans tous les documents, mais il y en a d'autres, en termes, je l'ai cité tout à l'heure, en termes de population cible, voilà. Et ces territoires vont non seulement formuler des attentes, mais accompagner la demande en postulant des trajectoires résidentielles privilégiées, des mixités sociales à privilégier, des mixités générationnelles pour maintenir des services. Voilà, quand je parlais de stratégie locale, voilà ce que ça recouvre. On a observé aussi des objectifs liés au vieillissement de la population qu'il fallait accompagner, et plus récemment, le fait de loger des travailleurs du territoire. Un autre élément de la demande porte sur la réactivation du parc ancien dans l'objectif ZAN, hein, c'est très présent sur les territoires, mais cela pose la question du coût, à quel prix on va pouvoir réactiver le parc ancien pour en faire des logements en BRS, et qui va contribuer à ces surcoûts et au bénéfice de qui. La formalisation de la demande, voilà, c'est ici, se lit dans les montages économiques avec un rapport des OFS au territoire qui est très différencié selon les OFS et selon les territoires, voire même au sein d'un même OFS, la relation au territoire et les demandes explicitées vont jouer avec plus ou moins de distance dans ces rapports. Pour vous donner des exemples, certaines collectivités, s'appuyant sur leurs SPLA, s'engagent à apporter certains fonciers, voire à les céder à un prix très bas pour que l'opération se réalise dans les conditions souhaitées. D'autres subventionnent. Alors, les subventions portent le plus souvent sur la production des logements en BRS, voire
les collectivités vont donner une aide directe aux ménages accédants pour qu'ils accèdent au BRS, ce qui pose d'autres problèmes, peut-être non voulus. Et on voit aussi cet engagement des territoires dans les documents de planification, les PLH, les AOP. Et à l'inverse, certains OFS sont très distants par rapport aux collectivités locales, où les collectivités locales sont très distantes par rapport aux OFS. On a vu des collectivités qui découvraient les opérations au moment du dépôt de permis de construire. Voilà, le graphique montre le lien sur un certain nombre. Alors, il faut être très prudent dans les graphes. Il s'agit des données issues des agréments, donc des intentions de faire et non pas des réalisations sur ce graphe. Et on a repris dans les dossiers d'agrément et dans les rapports d'activité juste un petit nombre d'OFS, ici 3. On a croisé dans ces demandes d'agrément la redevance envisagée sur les opérations ciblées, identifiées, par rapport au prix de cession et donc à la décote dont le logement en BRS peut bénéficier par rapport au prix du marché. Donc on voit la limite de 2,50 € qui est peut-être qui est en train d'être remise en cause puisqu'elle monte un peu, mais cette limite de la redevance à 2,50 € le mètre carré par mois que les ménages doivent payer dans le cadre de leur BRS, donc elle est plafonnée, notamment sous l'impulsion de la Banque des Territoires qui accorde le prêt Gaïa en regardant cette redevance, mais qui déroge parfois. Et puis, on voit aussi, c'est les couleurs, que les mêmes couleurs correspondent à les mêmes OFS, et un OFS peut avoir des niveaux relatifs de redevance et de prix du logement différents. Ce qui veut dire que ce qui montre l'implication des territoires et la négociation ou le poids des territoires sur ces opérations et sur les règles économiques qui vont s'y appliquer. Donc à ce stade, il nous semble que le paysage des OFS se structure autour de capacités différenciées à répondre aux spécificités des marchés locaux et des territoires. Et c'est dans cette voie-là que nous allons continuer. Il nous semble que cette manière d'aborder le foncier et l'articulation des marchés fonciers immobiliers et des territoires nous permet de mieux comprendre la façon dont le coût du foncier relativement au prix du logement se distribue, in fine, même auprès des ménages. Et c'est la partie, je vais laisser la parole à Claire Cariou pour cette partie relative à la consommation. Alors, ça s'affiche, non? À un moment, les slides en face, non? Je pense. Bon. Bon, bref, peu importe. Donc, cette partie sur les ménages, puisque, voilà, merci Mickaël. Donc, puisque le parti pris de cette recherche, c'est sur le coût global, c'est pas seulement donc, de regarder du côté de la production, mais aussi du côté de la consommation, en adoptant finalement ce terme qui vient très largement de la recherche anglo-saxonne, où l'enjeu c'est d'essayer de comprendre dans un système de logement comment s'emboîtent finalement, se répondent, s'articulent la production et la consommation. Donc notre enjeu, à travers cette partie de la recherche sur la consommation, c'est bien de comprendre, de documenter les mécanismes et les logiques qui conduisent des ménages à acheter, même si on peut mettre des guillemets, ce logement. Donc tout l'enjeu de cette manière, c'est pas seulement d'aborder l'accessibilité sous l'angle d'une décote économique qu'on pourrait quantifier à travers un coût réduit, mais justement de regarder du point de vue des ménages voilà, ce que représente pour eux l'achat BRS, dans la mesure où ce sont eux, finalement, par leur achat, sur qui repose finalement le développement de ce dispositif, son émergence et son déploiement. Alors, nous avons travaillé plusieurs questions à ce niveau. Donc, qui sont ces preneurs? Quel profil? D'où viennent-ils quand nous avions des informations? Deuxième type de question, à quelle démarche correspond leur achat? Quels sont les arbitrages qui les conduisent à ce choix? Quelles sont leurs attentes? Et dernier point sur lequel nous sommes au début de l'étude encore, quelles sont finalement leurs trajectoires? Alors, sur les données, un petit point en fait avant cette slide-là, pour vous signaler que nous travaillons pour le moment sur des données extrêmement partielles. Nous avons constitué une base de données statistique un peu à la main grâce au fichier que nous a fourni la COP foncière francilienne, que je remercie,
à partir des opérations qui ont été commercialisées en 2023 et qui représentent un échantillon de 226 ménages, et donc il y a un intérêt vraiment très très important et sur lequel se fonde cette partie statistique, mais il y a aussi la limite justement de ne concerner que les données de la COP foncière francilienne. Donc pour nous, c'est une limite de ne pas avoir accès finalement aux autres données des OFS. Par ailleurs, nous avons mené donc des études de cas à travers lesquelles nous avons obtenu 120 réponses à des questionnaires sur les logements en cours de commercialisation et 45 entretiens semi-directifs. Et là, je remercie... pardon. Ah, 5 minutes, pardon. Ouais. Ah, mince. Bref, je remercie les stagiaires qui ont travaillé pour nous. Donc, qui d'après nos données, donc partielles, encore une fois, ce sont des ménages jeunes, célibataires majoritairement, 58% ont moins de 40 ans dans notre échantillon, 61% n'ont pas d'enfants, quelques familles monoparentales et d'après nos informations toujours, plus de la moitié viennent du parc locatif privé et beaucoup moins du logement locatif social. Autre point intéressant, leurs revenus sont moyens, voire moyen bas. Ils sont bien en dessous des plafonds PSLA, même s'il y a de fortes variations. Et même si l'on observe des spécialisations sociales, finalement, des opérations suivant leur localisation, la population dans l'opération de Rueil n'est pas la même qu'à Plaisir, si bien que dans certaines opérations, même on observe des côtoiements assez inédits de populations relativement modestes à fragiles et des populations dont on peut s'attendre qu'elles vont effectivement, ou qu'elles seront assez vite beaucoup plus aisées. Et ça se traduit d'ailleurs dans la très grande diversité des catégories socio-professionnelles représentées qui vont, alors si on prend le registre du CARE qui est très représenté, des aides-soignantes aux médecins dans le même immeuble quasiment. Néanmoins, dans l'ensemble, les budgets paraissent assez serrés. Beaucoup de ménages entrent dans le BRS grâce à des aides publiques, donc le PTZ, le prêt action logement, même si d'autres, effectivement, ont des marges de manœuvre un petit peu plus larges. Si j'en viens aux démarches, et je crois que c'est la slide d'après, pardon, voilà. Ce qui est intéressant à noter, c'est que l'accès au BRS n'a rien d'évident, en fait. C'est un long chemin auquel que suivent tranquillement les ménages, qui leur prend du temps. Et c'est souvent, l'entrée se fait par effectivement un projet d'accession à la propriété qui plaît, donc qui ne peut pas se faire. Donc dans l'achat au BRS, il y a une logique de renoncement à la propriété, mais qui n'est pas forcément vécue de manière négative. C'est une logique de renoncement à la propriété à tout prix, au sens de à toute condition. Et le choix du BRS, finalement, relève plutôt d'une démarche qui se transforme pour privilégier d'autres critères de choix que celui de la pleine propriété, parmi lesquels on trouve des bénéfices économiques, mais qui sont légèrement reformulés, effectivement l'enjeu de la capitalisation ou alors de la propriété moins chère, des bénéfices d'occupation, cette idée de sécuriser l'occupation de son logement, de sortir de la location, libre ou parfois sociale, des bénéfices de localisation, choisir d'acheter en BRS pour rester près de Paris, d'entrer dans un territoire privilégié ou de rester près de sa famille, par exemple, ou des bassins d'emploi. C'est aussi bénéficier d'avantages sociaux et symboliques, notamment, par exemple, en termes d'effet de territoire, entrer dans un territoire avec une carte scolaire spécifique, ou encore bénéficier de l'architecture du logement, notamment sa grande qualité, enfin, en termes d'isolation, souvent le fait qu'il soit neuf et que cette perspective recule l'hypothèse de travaux futurs. Et c'est bien le cumul de ces bénéfices, et non pas seulement les bénéfices économiques, qui rendent effectivement, qui font que qui rendent le BRS désirable par rapport au reste de l'offre. Dernier point sur les trajectoires. D'après ce qu'on a pu reconstituer jusqu'à présent, il semble que pour l'essentiel des ménages, l'accès en BRS, d'autant qu'ils sont jeunes... Oui, en effet, voilà, vous verrez des éléments plus précis. Pour l'essentiel de ces ménages, donc qui sont jeunes, le BRS est vécu et vu comme un tremplin. Ils envisagent donc le passage en BRS comme un moment temporaire qui leur permet de capitaliser, ce qui rend effectivement, vous l'imaginez bien, le sujet de la revente assez crucial pour ces derniers et qui peut nourrir pour un certain nombre d'entre eux du reste des inquiétudes. Et pour une plus petite minorité d'entre eux, d'après ce que nous avons vu, notamment les ménages les plus âgés ou les plus modestes, l'accès en BRS apparaît comme un aboutissement d'un parcours résidentiel. Donc ce qui est intéressant à ce stade, c'est que on peut tirer plusieurs fils qui sont en fait des hypothèses encore, puisque ce sont des analyses qu'il faut que nous consolidions.
à l'avenir. Le BRS semble faire coexister des ménages aux destinées sociales, économiques et résidentielles dont on peut imaginer qu'elles seront très diverses, depuis des ménages assez fragiles, modestes, pour qui le BRS serait finalement est la seule solution, dans le fond, pour sécuriser une opération, et des catégories socio-professionnelles pour qui c'est vraiment un passage, dont ils imaginent bien d'ailleurs que c'est une manière de rester dans un territoire pour ensuite accéder à la pleine propriété. Donc c'est vraiment, il y a ce rôle de tremplin qui est très fort dans le discours du BRS, qui fait d'ailleurs penser, ou qui peut faire penser au rôle joué à ses débuts au logement social dans les années 50, 60, 70, où pouvaient se côtoyer dans un même immeuble des médecins, des aides-soignants. Finalement, on retrouve ce type de configuration et où le logement social jouait un rôle de passage dans un parcours ascendant. Et c'est là finalement que, parce que depuis le début des réflexions sur le BRS, il y a cette idée que le BRS, à l'origine, c'était plutôt de faire sortir des ménages du logement social. On l'observe aussi, bien sûr, mais s'il y a des similitudes, des convergences ou des rapprochements à faire, c'est plutôt dans cette idée-là, dans l'idée du logement passage. On retrouve finalement une mission historique du logement social, en ce sens où il porte la promesse d'un parcours ascendant. Alors bien sûr, ça pose des points de vigilance, et là je pense notamment aux opérateurs. C'est bien la question de l'entretien, de la gestion, de la maintenance des immeubles à long terme, notamment pour les populations les plus fragiles qui néanmoins ont accès à ces logements. Et le deuxième point de vigilance, c'est bien sûr celui de la revente et des conditions de sa revente qui est, à mon avis, enfin à notre avis, un des points clés de la réussite, ou en tout cas du développement de ce dispositif. Et c'est à vrai dire ce que soulève aussi donc, l'enquête internationale qu'a menée Claire Simoneau sur la littérature et pour lequel on a un petit peu plus de recul et qui montre bien, donc, par effectivement des ténures qui sont un peu différentes mais qui se rapprochent des statuts d'occupation, donc le shared home ownership notamment, que effectivement, ce type de dispositif de propriété réduite pose la question de la vie des bâtiments et de la revente à long terme, de la vie des OFS, de l'effet dans la durée sur les territoires, et effectivement suppose d'aller regarder un peu plus finement les trajectoires résidentielles économiques des ménages. Je voulais juste terminer sur un point, si tu me laisses une minute, Bruno, pour vous dire, pour essayer de faire un plaidoyer pour l'accès aux données. Il nous manque des données, en fait, pour consolider nos analyses. Donc voilà, pour l'instant, on a recueilli des données qui nous permettent de poser des hypothèses. On a effectivement recueilli des données qualitatives qui sont très riches. On a construit une base de données qui nous a vraiment permis d'avancer. Mais si on veut construire un portrait social, économique de ces populations qui accèdent en BRS, comprendre mieux aussi la localisation de ces opérations, il faudrait vraiment que nous puissions avoir accès aux données de Foncier Solidaire France. Et nous pensons que les chercheurs, comme les acteurs, ont tout à gagner. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, deux choses. Déjà, pour les personnes qui sont en ligne, si vous pouvez veiller à bien éteindre vos micros, ou alors si quelqu'un dans la salle sait accéder au système informatique des services de l'État central, nous sommes preneurs. Deuxième chose, j'ai commis un gros impair parce que je ne savais pas que vous seriez autant en force, l'équipe Cobra. Donc Hélène Morel du laboratoire LIST, Université Toulouse-Jean Jaurès, Vincent Lasserre-Bigori du LVMT, Université Gustave Eiffel, et Claire Simoneau du LATS, Université Gustave Eiffel. C'est bon, j'ai présenté tout le monde. Alors peut-être Anne-Catherine Ledeuf, peut-être pour commencer, je vais vous laisser réagir par rapport à ce que vous observez au sein de l'AORIF. Vous avez plusieurs organismes de l'AORIF qui sont agréés OFS. Vous avez aussi des bailleurs sociaux qui sont constructeurs pour d'autres OFS. Est-ce que ces résultats vous surprennent, vous interrogent, vous n'êtes pas d'accord éventuellement? En tout cas, on va vous laisser réagir pour commencer. Merci. Alors déjà, merci d'avoir choisi ce terrain, ce beau terrain qu'est l'Île-de-France, parce qu'on voit évidemment tout l'intérêt pour l'association professionnelle que je représente, la mine d'informations potentielles que vous allez collecter. Et j'ai bien entendu aussi le relais. Alors si l'AORIF peut être relais aussi auprès de nos adhérents d'un certain nombre de données, on pourra le faire, mais il ne faut pas non plus doublonner avec le réseau Foncier Solidaire France. Donc merci de ce choix et merci pour les premières données, y compris quantitatives, qui apparaissent et qui sont tout à fait riches d'enseignements. Peut-être, alors, vous n'avez pas exactement été au bout du document que j'ai pu lire, donc les 100 pages que j'ai pu lire, donc je vais aussi réagir aux 100 pages que j'ai lues au-delà de votre présentation, en revenant peut-être sur deux des
thèmes de recherche qui sont les vôtres. D'une part, le modèle économique sur lequel vous avez beaucoup insisté, et d'ailleurs aussi sur la manière dont les usagers s'approprient le bail réel solidaire. Et avant de revenir sur ces deux thèmes, je voudrais peut-être partager avec vous peut-être deux réflexions préalables qui pourraient être utiles à la lecture du document, mais peut-être aussi dans les présentations. D'abord, il me semblerait très utile de documenter davantage les spécificités du modèle OFS-BRS français. Alors, vous le faites au travers de l'axe sur le modèle économique, mais dans cette présentation, en l'approfondissant davantage, en particulier en mettant en évidence ce qu'étaient les enseignements, enfin les objectifs de premier rang des intérêts secondaires, si je puis dire. Je pense en particulier à la question de la part des ménages venant du parc social pouvant accéder au BRS. Je ne suis pas certaine. Alors j'ai essayé de retrouver les interventions d'Audrey Linkenel au moment où l'amendement a été introduit dans la loi Allure. Je ne les ai pas trouvées, mais je trouve que c'est vraiment important d'être assez précis et profond dans la présentation des valeurs initiales portées par les promoteurs du BRS, à la fois parce que, pour bien distinguer ce qui étaient des objectifs, encore une fois, de premier rang et des objectifs de second rang qui sont venus chemin faisant en développant le modèle, et puis aussi parce qu'une bonne partie de votre travail consiste à essayer de vérifier si ces intentions initiales sont bien avérées dans le développement du BRS en Île-de-France, en particulier sur cette question du modèle économique et en particulier sur cette question des ménages qui en bénéficient. Et je trouve que ça serait intéressant aussi de comparer ces intentions socles de la manière dont les acteurs franciliens que vous avez interrogés verbalisent leurs propres objectifs pour voir de quelle manière c'est aligné et jusqu'où c'est aligné. Deuxième peut-être réflexion un peu préalable, je trouve qu'il serait aussi très utile dès le début de votre présentation d'insister sur les particularités de l'Île-de-France, parce que c'est quand même pas rien d'avoir choisi ce terrain sur la mise en œuvre du BRS, à la fois parce qu'il y a une forme d'évidence à imaginer que le BRS trouvera son public, son marché en Île-de-France au regard de l'attention qu'on peut connaître, mais aussi parce que je trouve, un peu tous les jours en étant à mes fonctions à la ORIF, que la manière dont justement ces intentions initiales atterrissent sur le territoire particulier de l'Île-de-France mérite d'être regardée avec attention, à la fois sur le fonctionnement des marchés fonciers, dont lequel vous revenez dans la partie 2, mais aussi sur la manière dont les politiques locales de l'habitat s'exercent et s'expriment, ce qui est aussi assez présent dans la présentation que vous avez faite tout à l'heure, dont on ressort avec le sentiment d'une forme de désorganisation quand même, et de poids relatif entre la politique publique et la logique de marché. Voilà pour peut-être les propositions un peu préalables. Alors j'en viens aux deux thématiques sur lesquelles vous êtes les plus avancés. Je trouve déjà que les trois thématiques sont évidemment tout à fait intéressantes, même si je trouve que vous accordez une place très centrale à une certaine lecture du modèle économique OFS-BRS, qui d'ailleurs évidemment lié à la spécificité de l'Île-de-France, mais qui repose en particulier sur la logique de portage de long terme de la valeur foncière, adossée au mécanisme du prêt Gaïa et du livret A, qui est une partie de la réponse. Ici, je fais d'ailleurs le lien avec la présence de Nathalie Demêlé tout à l'heure. Le modèle rennais est singulièrement différent de celui qui se développe beaucoup en Île-de-France. Et cette question de l'effet de levier économique est très centrale dans vos travaux, alors que ce n'est pas forcément, encore une fois, ni l'intention de départ, ni le modèle universel qu'on peut avoir en France. Alors, sur la première question, justement, la question du modèle économique, je trouve tout à fait intéressant, alors vous êtes passé très vite sur les schémas, mais que vous cherchiez à décortiquer le risque bien connu de paradoxe et de contradiction du BRS sur les questions antispéculatives dans le fonctionnement des marchés fonciers, et en montrant à toutes les étapes de cette chaîne de valeur le risque de ce que vous appelez la fuite. Alors vous n'avez pas réutilisé le terme, mais ce que vous appelez la fuite de rente foncière. Donc de montrer qu'à chacune des étapes, cette question peut se poser et que chacun des acteurs impliqués peut à sa place aussi être contributif de ce risque. Donc ça, je trouve que c'est intéressant de rentrer dans ce détail. De la même manière que je trouve que le regard que vous portez sur les effets non seulement à court terme de ce risque spéculatif peut apparaître aussi à plus long terme, même si je suis un peu plus interrogative. En tout cas, j'étais assez surprise dans la première lecture, en particulier autour de la manière dont on peut mobiliser la redevance capitalisée au niveau de l'OFS.
Donc c'est à la fois très utile et tout à fait légitime. Pour autant, je trouve que quand on en fait la lecture, il peut y avoir un risque de compréhension un peu rapide ou un peu caricaturale par le lecteur qui n'est pas un praticien du modèle OFS-BRS, sans doute parce que je trouve que vous mélangez trois notions qui me semblent assez importantes de bien distinguer. D'une part, le principe de partage de la valeur immobilière entre l'OFS et le ménage, in fine, si je remets de côté toute la chaîne de valeur que vous avez assez bien décrite. Et donc, c'est avec, à mon sens, ce principe assez souple du partage de la valeur immobilière entre l'OFS et le ménage, qui ne me semble pas être en soi une contradiction avec les principes de départ du modèle. Donc ça, c'est la première notion que vous exploitez. Deuxième notion que vous exploitez, c'est celle de la mobilisation de l'effet de levier du portage à long terme, permis par le prêt Gaïa et la mobilisation du livret A, et qui peut commencer effectivement à introduire des contradictions par rapport à l'esprit de départ, même si, en particulier en Île-de-France, cette élasticité du modèle est absolument indispensable pour pouvoir sortir des opérations qui ne sortiraient pas sans cela, et en particulier dans les modèles traditionnels d'accession sociale à la propriété. Et d'ailleurs, je trouve que autour de cette notion d'élasticité du modèle, il serait intéressant peut-être, dans votre chaîne de valeur, de regarder un peu plus attentivement la manière dont les collectivités locales interagissent avec cela, non seulement par rapport aux prescriptions qu'elles peuvent porter, ce que vous évoquez assez bien dans votre présentation, mais aussi parce qu'elles en sont directement contributives ou bénéficiaires sur l'effet de levier économique, par exemple sur la mobilisation d'aide publique ou sur la question de la valeur du foncier qu'elles pourraient consentir à l'OFS. Et puis il y a la troisième notion, la notion de rente foncière, qui est encore une fois pas tout à fait la même chose, et qui est évidemment la notion la plus sensible, et qui, je crois, doit être manipulée avec beaucoup d'attention en mettant bien la ligne de partage entre ces différentes considérations que vous portez, avec, je pense, aussi une attention particulière à avoir, en tout cas il me semble, à ne pas considérer de la même manière la mobilisation d'une partie de cet effet de levier économique par l'OFS, au bénéfice malgré tout du développement du BRS en Île-de-France, d'autant plus que le modèle économique de l'OFS est en vase clos, c'est un organisme à but non lucratif, et que évidemment les fonds propres qui pourraient progressivement constituer permettent normalement le développement du BRS et peuvent aussi poser la question de la mobilisation d'aide publique. Et donc, ça n'est pas tout à fait la même chose, à mon avis, cette mobilisation de l'effet de levier par l'OFS que par les promoteurs immobiliers, que vous pointez assez bien dans le rapport, alors sans attaquer les promoteurs immobiliers, mais sur la notion de rente et de mobilisation de la plus-value par un promoteur, c'est évidemment pas du tout la même chose, et je pense que c'est là que vous voulez pointer la notion de rente, mais la lecture n'en est pas tout à fait évidente, et notamment la fuite de rente, si je puis dire. Là, on est dans des concepts quand même de haute voltige. Je pense que ça doit pointer plus particulièrement les promoteurs que les OFS. Et donc, encore une fois, pour bien éviter cette lecture trop rapide du lecteur non praticien, je pense que c'est vraiment important de continuer à prendre le temps à bien décortiquer le modèle, et aussi à faire des démonstrations, chiffres à l'appui, pourquoi pas en partant d'un modèle économique type, parce que pour l'instant on est sur des considérations qualitatives qui ne sont pas forcément très faciles à comprendre. Ça, c'était sur l'axe 1, je ne sais pas si j'ai encore du temps, je regarde Bruno. 2 minutes. Je voulais également réagir sur l'axe 3, qui est la question du bénéfice du BRS pour les usagers, sur la question de leur trajectoire résidentielle. Alors, c'est une partie qui est extrêmement agréable à lire. Voilà, parce qu'on met de la chair dans les publics qui finalement sont quand même la raison pour laquelle les uns et les autres se mobilisent. Et donc c'est intéressant de s'intéresser aux vrais gens, si je puis dire, pour lesquels le modèle a été imaginé. Et sur ce point-là, donc un peu comme sur la question du modèle économique, puisque vous partez dans le modèle économique sur des préoccupations qui étaient présentes et des inquiétudes qui étaient présentes dès le départ autour des paradoxes du BRS, sur cette partie, vous confirmez un certain nombre de préoccupations, d'intentions, alors là aussi sans doute de second rang, mais quand même d'intentions portées par les uns et les autres, sur la place du BRS et la manière dont c'est appréhendé par les ménages. On voit bien la confirmation d'un BRS qui se positionne en début de parcours d'accession. Et je trouve assez intéressant, même si ça donne envie de le creuser, la manière dont les ménages verbalisent eux-mêmes l'avantage de se constituer un capital, qui est effectivement l'avantage concurrentiel très fort du BRS par rapport au modèle locatif.
On trouve aussi des éclairages un peu moins attendus, en tout cas que moi j'avais moins à l'esprit, sur la question de la diversité sociale, hein, sur lequel vous incitez à la fin. Je trouve aussi très intéressant la manière dont vous décrivez le long chemin qui conduit à se positionner sur un BRS et le fait que le BRS n'arrive pas comme ça, comme un segment qui répond de manière évidente à ses aspirations. Par contre, je ne suis pas très étonnée sur la part de ménages en sortie du parc social accédant à un logement BRS. Alors, encore une fois, je ne suis pas certaine que c'était un objectif de premier rang, sans doute évidemment de second rang, et on y voit tout l'intérêt. À la fois parce que bon, alors vous avez un tout petit échantillon, je crois, sur cette partie-là. On a du mal, alors on regarde un peu ces sujets aussi en Ile-de-France, et c'est des choses qui sont difficiles à apprécier d'un point de vue statistique. Mais voilà, je ne suis pas très étonnée par rapport à la situation des occupants du parc social en Ile-de-France, qui quand même qui est très en retrait hein, de la moyenne de la population francilienne, et des situations, y compris d'accessibilité du logement intermédiaire. Et donc le BRS ne m'étonne pas tant que ça. Et pour peut-être terminer sur mes réactions sur cette partie liée à la réceptivité ménage, ça donne envie de lire la suite, parce qu'il y a un certain nombre de choses où vous commencez à émettre un certain nombre d'hypothèses. Je trouve déjà qu'il serait intéressant peut-être de distinguer de manière plus évidente ce que sont les bénéfices propres au BRS des bénéfices plus génériques de l'accession sociale à la propriété liés à l'économie immobilière quand même, puisque les bénéfices qualitatifs que vous pointez sont quand même permis par l'économie, si je puis dire, globale de l'opération. Et donc de dépasser les bénéfices génériques de l'accession sociale à la propriété. Ça donne aussi envie d'aller un peu plus loin sur la perception qu'ont les ménages de ce que vous qualifiez de propriété réduite, que moi j'ai l'habitude de qualifier de propriété dégradée, c'est pas très positif, ou de rapport très administré en fait à la propriété que représente le BRS, alors que vous pointez un peu sur les travaux, là vous l'avez pas évoqué je crois, mais qui existent aussi sur les conditions d'accès à ces produits, sur les conditions de revente, sur la capacité à louer ou pas louer son bien, sur la stabilité d'occupation. D'ailleurs, vous pointez que la stabilité d'occupation est perçue comme un plus alors qu'elle est plus précaire quand même que dans l'accession en pleine propriété. Et je trouve qu'il serait intéressant aussi de creuser l'image qu'ont les ménages de l'objet nouveau qu'est l'OFS, parce que j'ai le souvenir qu'au moment des toutes premières commercialisations, c'était un des points d'attention des ménages de se dire mais c'est quoi cet acteur nouveau qu'est l'OFS ? Qu'est-ce qui peut se passer si l'OFS est en difficulté financière sur l'évolution de mon bien, etc., etc. Et ce qui d'ailleurs avait à l'époque donné le sentiment d'une nuance d'interprétation, mais alors je suis très très prudente parce que ça date de 2016-2017 je crois, entre les OFS de collectivité et les OFS d'opérateurs qui étaient perçus différemment, sans doute l'OFS d'opérateur adossé à la logique HLM connue et les OFS de collectivité adossés à la logique de collectivité connue mais qui ne donnent pas forcément la même lecture du lien avec son propre patrimoine. Voilà, j'ai sans doute été trop longue. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est une matière qui est pour nous extrêmement intéressante et ça donne évidemment envie de lire la suite et ça donne aussi de la matière, y compris aux travaux que porte la ORIF auprès de ses adhérents. Merci beaucoup Anne-Catherine Ledeuf. Alors, on va laisser l'équipe réagir à certains de ces points, peut-être pas tous, parce qu'on aimerait aussi avoir un petit temps d'échange avec la salle. Donc peut-être on vous laisse vous concerter entre vous pour voir les plus importants à votre sens. Pendant ce temps-là, on va commencer à faire passer quelques micros pour vous permettre de poser des questions, mais évidemment, on va laisser l'équipe commencer à réagir à cette discussion. Juste, je voulais dire d'abord remercier Madame Ledeuf de sa lecture très fine et qui va nous aider, et puis d'avoir lu ce rapport intermédiaire que vous découvrez et qui n'est pas public, donc d'où la raison. Autant vous censurer. Du coup, effectivement, certaines parties n'ont pas été présentées pour une question de communication. On a choisi, du coup, on n'est pas rentré dans le modèle économique parce que c'était trop long, mais non moins très intéressant. Et puis, je pensais que dans la salle, certains étaient avertis. Nous pensions que certains étaient avertis. Donc voilà, le rapport intermédiaire, vous ne l'avez pas eu. Vous avez eu qu'un extrait. Il était aussi très provisoire. Et donc, il faudra attendre la fin pour la fin de l'étude pour avoir les résultats. Si vous voulez réagir, mes collègues, moi j'ai beaucoup parlé. Alors, non, moi je veux bien. Merci pour votre retour. En tout cas, ces pistes sont vraiment intéressantes. Et moi, je suis
preneuse de données de la ORIF sur les profils des accédants avec le modèle d'accession sociale. Si vous en aviez, je me souviens que William Le Goff m'avait transmis une étude, mais qui doit dater un petit peu, qui avait été menée, je crois, dans le cadre d'un atelier d'étudiants. Mais je ne sais pas si vous avez d'autres types de données en fait là-dessus. Non ? On a les données que vous connaissez. On peut relayer auprès de nos adhérents les demandes que vous avez déjà faites au réseau Foncière Solidaire France, sans donner le sentiment doublonné. Mais bon, en tout cas, je suis à votre disposition à la suite de nos échanges pour regarder comment on peut vous soutenir. Oui. Oui, non, c'est vrai, les données Foncière Solidaire France, c'est une chose, mais effectivement, le lien que vous faites avec cette question des bénéfices propres au BRS et ceux qui accèdent aux dispositifs plus classiques de l'accession sociale, c'est effectivement quelque chose qu'il faudrait qu'on mobilise, je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, c'est là-dessus aussi, si vous avez des données, ce serait super intéressant, ne serait-ce qu'aussi pour savoir si ce sont les mêmes profils, ce dont il n'est pas du tout certain, à vrai dire. Enfin, on peut mettre des doutes là-dessus. Et donc, si les motifs d'entrée dans ces deux dispositifs sont équivalents ou absolument pas, enfin, je pense qu'il y a vraiment matière à creuser en fait, de ce point de vue-là. Et puis, c'est bien noté, en fait, ces réflexions sur, effectivement, la perception de cette propriété réduite. Alors, en fait, c'est plutôt le terme anglo-saxon, quoi, hein, cette idée-là de propriété réduite. Je ne sais pas comment ça nous est venu, Non, c'est en lisant, il me semble bien, dans des travaux plus anglo-saxons, finalement, où ces modèles sont plus courants, de fait, ont plus d'histoire aussi. D'ailleurs, ont été utilisés et qualifiés de façon différente. Mais c'est vrai que là, on en est à un stade où on n'a pas encore complètement traité ces 45 entretiens qui sont retranscrits, mais on ne les a pas tout à fait traités. Donc, c'est l'objet notamment du travail à venir, puisqu'Hélène Morel nous rejoint là. Et on a un peu de boulot d'analyse fine des entretiens. Je pense qu'on aura sans doute des choses là-dessus, un peu plus précises sur la perception qu'ont les ménages de cette propriété réduite. Et sans doute aussi de leur rapport aux OFS, bien sûr. Voilà. Ouais, pardon. Je rajouterais juste une petite chose sur, en effet, la diversité de l'Île-de-France. Le fait qu'on est sur des marchés du logement et un positionnement du produit BRS très particulier selon l'endroit où on se trouve dans cette Île-de-France, et que la question du rapport centre-périphérie qu'on revoyait dans la première présentation se rediscute à chaque intercommunalité rencontrée, et par en effet tous les outils qu'elle déploie pour intervenir, aider ou pas à la sortie du produit, ou pas du tout quand il n'y a pas d'interférence avec les politiques locales, ce qui fait aussi le lien avec les différents types d'OFS qui agissent en Île-de-France et qui, chacun selon le modèle économique qui est le leur, sont en capacité de pouvoir intervenir sur la diversité de ces marchés. Donc ça, c'est un fil que vous mentionniez qu'on va encore devoir tirer plus fortement, et notamment jusqu'à aller sur des produits qui sont ceux de la périurbanisation, hein, de la maison individuelle, et de voir ce qui se passe en termes de recyclage foncier sur ces espaces de la Grande Couronne. Voilà. On avait prévu dans notre programme de faire une réunion plus ouverte sur les OFS France, donc vous confirmez, je pense qu'il faudra la faire. Donc les OFS en région, je ne sais pas comment, seront invités, parce que je pense que c'est important, mais on n'avait pas les moyens dans le temps. Je crois qu'on a une question qui nous vient de Rennes, donc Nathalie Demêlé. Non, c'est juste une petite contribution par rapport à votre demande sur les comparaisons entre les dispositifs d'accession sociale et BRS. On peut pas, il faut vraiment, pour le coup, effectivement, regarder sur les mêmes périmètres avec les mêmes opérateurs, parce que si on prend, puisque vous voulez avoir accès aux données de Foncier Solidaire France, effectivement, il y a quand même une hétérogénéité. Il n'y a pas un modèle unique OFS, ça, vous l'avez bien dit. En réalité, c'est pas tant par rapport au positionnement par rapport au marché foncier, à mon sens, que est-ce qu'il y a, oui ou non, une politique foncière qui existe sur un territoire. Et les OFS s'ajustent, soit viennent
se substituer, venir remplir un vide laissé par les politiques locales de l'habitat, soit viennent sécuriser les efforts faits par la collectivité. Et la différence entre les OFS aujourd'hui à l'intérieur de Foncier Solidaire France, c'est ça. Enfin, on en débat souvent avec Cécile. Voilà. Donc, en réalité, l'OFS s'ajuste par rapport est-ce que effectivement, je dirais, est-ce que les politiques locales font leur taf ou ne font pas leur taf par rapport à la maîtrise publique des prix du foncier. J'en reviens et j'en reviendrai toujours au même point. Et quand les collectivités font leur taf, bah, l'OFS, c'est magique parce que ça vient sécuriser tout ça et ça vient permettre de rendre beaucoup plus efficient et beaucoup plus légitime l'intervention des collectivités puisque par définition, elle ne sera pas confisquée. Ce que je voulais dire par rapport aux ménages qu'on se constate sur Rennes, nous, entre BRS et accession sociale, alors c'est lié aussi au fait qu'on s'est décomplexé avec le BRS. C'est-à-dire tant qu'on était en accès... Et donc, il faut aussi regarder ça quand vous allez analyser, être extrêmement... voilà, il y a plein de subtilités. C'est-à-dire que quand on faisait l'accession sociale en PSLA, une espèce de chape morale là, qui dit « Attention, il ne faut pas qu'ils s'enrichissent sur le dos de la collectivité, des aides publiques. Donc, on va faire plutôt du logement familial, plutôt à des gens méritants. » Je fais exprès de pousser le trait, hein. Mais pour le coup, ça conditionnait quand même pas mal les profils, notamment les profils PSLA. Jamais de T2, surtout pas, parce qu'un T2, par définition, bah, il bouge plus vite, il est revendu plus vite, et donc plus vite recyclé dans un marché immobilier spéculatif des métropoles. Alors le BRS, ça nous a décomplexés. Maintenant, je dis, mais faisons des T2, plein de T2, parce qu'en réalité, le BRS, à partir du moment où il n'y a plus confiscation de l'effort public, ou en tous les cas du dispositif voilà, qu'a apporté toute cette mécanique, eh bien pour le coup, oui, on est beaucoup plus ouvert sur les typologies, et forcément, ça change la nature des ménages. Et les ménages qu'on voit beaucoup en BRS, c'est beaucoup des jeunes actifs qu'on n'avait pas du tout en accession sociale. Mais c'est lié aussi par notre propre comportement. C'est ça que je voulais souligner. C'est que les différences induites sont liées aussi par le comportement des acteurs qui programment et la manière dont ils se projettent dans ces différents types de produits. Ou sur le PSLA, je vous dis, il y a vraiment une dose de... C'est regardé avec beaucoup de... Enfin, moi, je dis toujours, il y a la morale. On essaye de mettre de la morale, je vois bien. Et puis le BRS, pas du tout, puisque le risque a été supprimé. Alors, une autre question. Bonjour, Cécile Hagman, COP Foncière. Donc moi, la COP Foncière est soutien du programme de recherche. Donc moi, j'ai aussi lu le rapport. Peut-être moi, de ma lecture, je vous ai déjà fait un premier retour. Il y a un sujet qui est vraiment autour du modèle économique des OFS-BRS. Sonia, je crois que vous disiez, en fait, on n'est pas revenu trop dessus ici parce que tout le monde on est entre sachants, et je pense qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de sachants sur le modèle BRS-OFS. Et je le dis même pour moi, c'est-à-dire que même moi qui travaille sur ce projet-là, sur ce produit-là, chemin faisant, je poursuis ma compréhension et j'approfondis ma compréhension du dispositif. Et donc, je pense que ce travail-là est absolument nécessaire aussi parce qu'une des difficultés qu'il y a à bien comprendre le modèle de l'OFS-BRS, c'est qu'il n'y a pas un modèle de l'OFS-BRS, il y en a beaucoup très différents. Et qu'il n'y en a pas des bons et des mauvais, comme vient de le dire Nathalie. Il y a des réactions à des territoires, à des organisations, à des gouvernances. Et le modèle rennais peut paraître tout en haut d'une forme de vertu avec une organisation du territoire, une organisation des acteurs. Et en fait, on peut aussi poser quelques questions autour de ce modèle-là, autour de quelle est la responsabilité qui est portée par la collectivité dans le temps long. Donc voilà, moi je pense que vraiment il y a un travail important à faire et à continuer à faire de bien mettre à plat ce modèle, de bien en comprendre tous les tenants et les aboutissants, toutes les variations de ces tenants et les aboutissants, parce que c'est ce qui viendra donner beaucoup plus de poids, de sens à toute la réflexion que vous menez sur, et finalement, est-ce qu'il y a une fuite est-ce qu'il y a une fuite dans la chaîne, et où est-ce qu'elle est, à qui elle bénéficie. Et tant qu'on n'est pas complètement au carré
en fait, sur le modèle de départ, c'est difficile en tout cas de démontrer de manière un peu tangible les biais qu'il peut y avoir. Or, c'est hyper utile pour nous, en tant qu'OFS, d'avoir un regard un peu en surplombe sur nos pratiques pour nous mettre les alertes, finalement. Dire, faites attention. C'est-à-dire, derrière notre côté hyper vertueux, je ne sais plus comment tu disais, Nathalie, décomplexé, ou, en fait, il faut quand même qu'on fasse gaffe, quoi. Il faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on fait, il faut qu'on fasse gaffe à notre action sur les territoires, et il faut qu'on soit toujours en alerte, et le travail que vous faites, il doit avoir cette vertu-là. C'est de nous maintenir une alerte. Or, pour qu'on soit en alerte, il faut qu'on soit vraiment très droit dans nos bottes, en fait, bien assis sur le socle qui nous alerte, je pense. Et voilà ce que j'avais à dire. Et je ne sais pas à qui je passe le micro. Merci. Alors, on a 2 questions là-haut. Et ensuite, on laissera les chercheurs répondre. Alors, c'est pas vraiment une question. Donc, Juliette Grenier charge une mission à la Fédération des COP et on s'occupe également du secrétariat général de FSF. C'est plus sur les données de l'Observatoire. Donc, il y a eu un CA avant l'été qui avait acté qu'effectivement les données seraient transmises. Et là, la convention est en cours en partenariat avec l'USH, puisque notre sujet, c'était vraiment la RGPD, de comment on respecte ça, notamment pour les données ménages. Donc voilà, juste une petite réponse sur cette remarque. On vous remercie. C'est toujours long aussi du côté université, donc on comprend. Mais le temps passe. Bonjour, Catherine Sabat, Idéal. Juste une question sur le modèle économique. En fait, moi, je m'interroge toujours sur est-ce qu'on a comparé le coût global de production de ces logements en OFS-BRS, parce que évidemment que l'accès, il est facilité, largement diminué pour les ménages qui achètent, mais on ajoute un intermédiaire dans la chaîne qui est l'OFS, et même si l'OFS a un but non lucratif et ne va pas, a priori, faire de la rente foncière ou faire de la spéculation sur les terrains, encore qu'on ne sait pas comment on peut... quel sera l'avenir de ce modèle. Mais en tout cas, l'ajout d'un intermédiaire fait que la production globale du logement, si on ajoute en plus les aides publiques qui sont apportées aux organismes et aux ménages qui achètent, le coût global augmente. Et je me dis que ce serait intéressant de comparer ça avec d'autres modèles d'accession sociale ou d'accession tout court. Et je ne sais pas si vous avez prévu de le faire ou si vous l'avez fait. Merci pour ces remarques et ces questions. Peut-être que l'équipe souhaite réagir. Merci, parce que c'est très intéressant. Alors, on a des réponses hybrides, parce que le problème d'avoir un coût global, c'est que comme il y a 1, 2, 3, 4, 5 acteurs, il faut trouver les données pour ces 5 acteurs. Donc, pour une même opération, compte tenu du territoire dont on a souligné l'importance. Par contre, on a des repères, et c'était sur ces repères, donc pour reconstituer, même si ce n'est pas la réalité. Donc, je pense qu'on va prendre note et aller dans ce sens-là. Merci beaucoup. Je ne sais pas sur les autres modes d'accession si on a les données non plus. Mais en tout cas, on doit pouvoir reconstituer et montrer les écarts, parce que c'est une recherche qui, finalement, se base beaucoup sur les écarts. Il y a une question en ligne d'Arnaud Portier qui doit intervenir cet après-midi. Donc, je vais lui autoriser la parole. Arnaud Portier, si vous pouvez rouvrir votre micro, vous pouvez. Allez-y. On ne vous entend pas, là. Alors, attendez, je vais voir. Vous m'entendez ? C'est bon. Très bien. C'est bon. Oui, bonjour. Merci pour toutes ces présentations. Moi, je voulais simplement dire effectivement que je partageais les remarques qui ont été faites des intervenants précédents. Je regrette, mais on a déjà échangé sur le sujet, qu'effectivement l'étude soit centrée sur l'Île-de-France, mais on sait effectivement la raison. Je voulais juste attirer l'attention et témoigner sur le fait que, effectivement, aujourd'hui, en tant qu'OFS, on se pose pas mal de questions et on essaye de, comme l'a dit Nathalie, d'accompagner les politiques publiques d'habitat qui sont mises en place et les orientations qui sont données sur le choix par rapport aux questions qui sont posées. En tout cas, moi, je vais témoigner de ce que je connais sur notre territoire. La forte volonté, c'est quand même effectivement par cet outil d'essayer de trouver des solutions pour faire sortir des gens du locatif social et les amener vers l'accession, de façon à avoir cette double dynamique entre donner la possibilité à des gens d'accéder,
grosse question qu'on se pose aujourd'hui, c'est en fait comment sur la première vente, en fait, on arrive à critériser l'attribution des logements, puisqu'en fait, il y a dans la loi aujourd'hui simplement un critère d'engagement de la résidence principale et un niveau de revenu, mais essayer de privilégier, et ça a été dit, par exemple, le fait qu'un T4 soit orienté vers une famille et pas vers une personne seule qui aurait la capacité de financer l'acquisition de ce BRS, ce qui n'est pas interdit par la loi aujourd'hui. Et ça, en fait, on encadre dans le cadre de la première session. Les grosses questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment on arrive à intervenir sur la revente et faire en sorte qu'on soit dans les mêmes critérisations d'orientation par rapport au public qu'on veut avoir. Merci de faire court, s'il vous plaît. Par rapport à notre territoire et notre expérience, c'est que le BRS aujourd'hui, certes, il est très utile en construction neuve et en zone tendue, mais il est encore plus utile dans la politique que mène le territoire sur la redynamisation de cours ruraux ou en zone moins tendue. Et il nous permet justement de donner la capacité d'accession à des ménages et à réaliser des opérations là où aujourd'hui, en fait, on ne peut plus en faire. Donc, on est vraiment sur un autre modèle par rapport à ce qui peut être évoqué. Donc, je pense que ça sera intéressant aussi à un moment de pouvoir avoir ces éléments de regard sur des zones qui sont, parce que l'Île-de-France, on le sait, est un territoire extrêmement tendu et avec des difficultés. Et juste pour terminer, dire que par exemple, le changement de catégorie de certaines communes, par exemple, nous ici, Biarritz est passé de zone B1 en zone A. Au niveau des revenus des ménages, ça ne changera rien. C'est-à-dire que déjà, au niveau des plafonds définis par la zone B1, les revenus des ménages ici au Pays Basque ne leur permettent déjà pas d'acheter à ce niveau de plafond. Donc le fait d'être en A n'a absolument rien apporté. Et donc on est vraiment dans ce besoin de trouver des solutions d'équilibre et qui répondent vraiment aux populations locales. Merci beaucoup. Donc Arnaud Portier, EPF du Pays Basque et Fédération des EPF. Une toute dernière remarque rapide aux questions de Nathalie Demêlé, puis on laissera le mot de la fin aux chercheurs. C'est pas une remarque. Le 3-4 décembre à Nantes, c'est les 6e journées nationales de foncier solidaire France. Donc c'est un sujet passionnant. Donc voilà, vous êtes bienvenus. Invité, je ne sais pas. Il faudra voir ça avec, avec Juliette. En tout cas, on a bien noté que les chercheurs étaient invités pour le Tour de France des OFS. Peut-être est-ce que vous souhaitez réagir à certaines des choses qui viennent d'être dites ? Brièvement. Très brièvement. Très bien. Voilà. Eh bien,